Merci d'être là sur ce MIPIM extraordinaire pour parler d'enjeux bas carbone, pour parler de Construction 21. On a pu développer pendant la dernière demi-heure la manière dont Construction 21 faisait connaître et donnait une notoriété durable à des réalisations qui dépassaient l'état de l'art, qui se mettent en avant, dans lequel il y a eu une prise de risque de maîtrise d'ouvrage, il y a eu des arbitrages qui étaient non conventionnels et on a déplacé l'état de l'art de manière décisive. L'important, c'est pas d'en faire un, c'est que ça se généralise sur l'ensemble de la France, de l'Europe, du monde. C'est la vocation de Construction 21. Et donc, on rentre dans un sujet qui nous préoccupe tous, qui nous intéresse tous, c'est la transition bas carbone. On rentre dans une décennie dans laquelle, si on a eu 40 ans pour apprendre la grammaire collective de ce qu'était la performance énergétique, la RT, 40 ans pour faire la RT, on n'a pas 40 ans pour mettre en place une culture bas carbone pour la construction. Il faut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Réchauffement climatique oblige. Neutralité carbone en 2050 oblige. Et donc, il y a un véritable enjeu qui est de faire connaître les moyens de la performance bas carbone rapidement et de les déployer dans toute la profession de l'immobilier et de la construction. Donc, c'est le sujet du relais, c'est le sujet du dossier Construction 21. Sur Construction 21, vous trouvez un dossier qui a été rédigé par quelques ténors de la profession et qui vous dit exactement comment s'oriente la grammaire finalement du bas carbone, qui fait des bilans sur l'expérimentation de ce qui va être la RE 2020, la réglementation environnementale 2020, qui va intégrer le carbone sur le cycle de vie comme un marqueur d'évaluation de la performance des bâtiments qui vont sortir de terre. Et nul doute que les aménageurs, que les gens qui représentent la fonction publique, la puissance publique, les aménageurs, ceux qui équipent des AC, ceux qui développent des OIN, vont se saisir de ces instruments pour prescrire et demander du bas carbone, pour créer finalement une compétition bas carbone dans la profession. Donc on est ici pour parler bas carbone pendant cette demi-heure, vous l'avez compris, et on parle bas carbone par des études de cas, par des réalisations concrètes qui vont nous donner l'espoir que tout cela est possible et que tout ça est possible parce que justement les pionniers ont déjà réussi à établir et à déplacer cet état de l'art. Je présente les intervenants. C'est Thierry Bièvre. Bonjour. Bonjour. Vous nous rejoignez pour nous parler de la tour élitiste Danube à Strasbourg. Et on verra ensuite donc une tour un programme qui concerne des logements. Et ensuite, on parlera avec monsieur Philippe Alluin de la réalisation en fait de Vouillé, qui est déjà passé par Construction 21. Bon, voilà. Pour la note d'espoir, maintenant, on rentre dans des études de cas. Allons-y. Bien, bonjour à tous et toutes. Merci d'être venus, malgré qu'on ne soit pas très nombreux. Alors, on sera suffisamment nombreux pour sauver la planète, mais je sais que vous allez relayer ça sur vos réseaux sociaux respectifs et que la bonne parole sera relayée. Donc, je me présente, je suis président fondateur d'un groupe d'ingénierie, qui est sorti de sa zone de confort, puisque en 2003, lorsque je l'ai créé, nous sommes donné une identité qui allait au-delà, on va dire, de celle de la résolution de problèmes, à savoir qu'aujourd'hui, dans l'ingénierie, vous recevez un problème, vous le résolvez, vous le renvoyez, on va dire, à votre donneur d'ordre. Et je trouvais ça insuffisant face aux grands enjeux qui se présentaient à nous en ce début de 21e siècle, qu'on connaît tous malheureusement, hein, le dérèglement climatique, la crise énergétique, le budget des ménages, hein, donc avec la crise des gilets jaunes, et puis encore plus récemment, toutes les problématiques de crise sanitaire, de pollution, et j'en passe. Donc ces défis sont si nombreux, si importants qu'il faudra un grand nombre d'ingénieurs et de génies, on va dire, pour se mobiliser et donc apporter des solutions concrètes à ces grands problèmes plutôt que d'attendre, on va dire, qu'on vienne nous solliciter. La conviction que je partage avec mes équipes aujourd'hui, c'est que l'ingénieur ne doit plus seulement rester dans son rôle de résolveur, mais il doit devenir un explorateur. Et donc, c'est pour ceci que nous avons développé pas simplement des solutions d'ingénierie, mais également des produits. Et donc, en 2009, nous avons livré une première mondiale, qui était donc une première tour énergie positive à Dijon, qui est notre siège social.
Alors, comment est-elle devenue première mondiale? Non pas parce qu'on souhaitait que ça soit ainsi, hein, puisque notre vocation n'était pas d'être les premiers, mais d'essayer de regarder comment, en explorant assez loin, on pouvait obtenir des bâtiments qui soient capables de produire autant d'énergie qu'ils en consomment. Et bien, c'est tout simplement, lors de la première année de livraison, nous avons été donc visités par les plus grandes agences d'intelligence économique mondiale, l'université de Pékin, l'ambassadeur des États-Unis, le maire de Singapour, une délégation de l'université d'Haïfa et ensuite la DGSI. Donc tout le monde nous a dit attention, vous êtes en train de vous faire piquer vos idées. Alors on s'est dit mais non, on s'en fout, c'est pas nos idées. Nos idées, c'est justement d'apporter de nouvelles solutions et de permettre à tout un chacun, à ce secteur de la construction, de se déverrouiller et ensuite d'aller beaucoup plus loin. Et notre première expérience donnait des résultats positifs sur le plan économique et environnemental. Donc nous avions des bons résultats puisque ce bâtiment était vraiment à énergie positive puisqu'il fabriquait plus d'énergie qu'il en consommait, on va dire, dans la vie réelle. Mais néanmoins, ça ne donnait pas suffisamment satisfaction parce qu'on ne voyait pas les choses se développer. Donc on s'est dit, c'est peut-être ailleurs que se trouve le verrou. Il se trouve peut-être, en fin de compte, plutôt du côté du citoyen. Est-ce qu'on ne doit pas proposer au citoyen de lui offrir la capacité de vivre dans un logement plus simple, plus vertueux, plus confortable, où la qualité d'usage est exceptionnelle, mais également où donc les efforts qu'il aura à fournir en matière d'efficacité énergétique seront faibles, compte tenu du levier qu'il aura, puisqu'il pourra bénéficier d'un bâtiment sans facture énergétique. C'est-à-dire, je vis dans un bâtiment plus confortable, plus sain, plus généreux, plus beau, plus moderne, mais en plus, j'ai mon pouvoir d'achat qui augmente. Et donc, c'était cette expérience de la tour Elis Danube qui a été livrée en 2018. Alors, c'est un bâtiment qui vit aujourd'hui, hein, ça fait 2 années de retour d'expérience. Et on peut voir aujourd'hui, on va dire, les principaux atouts de cette tour. Hein, c'est-à-dire que le coût construction, c'est 1 300 € au mètre carré chaud. Alors, m'excuserez, je suis un ancien, mais maintenant, en SDP, ça fait 1 400. C'est un coût de construction classique. C'est-à-dire que c'est un bâtiment RT 2012 coûterait le même prix, alors que ce bâtiment, en fin de compte, offre des performances environnementales et énergétiques qui sont hors normes. Le résultat sur l'économie d'énergie, c'est moins 11 kWh EP par mètre carré par an. Donc là, c'est quelque chose qui est vérifié puisqu'on fabrique plus d'énergie, on va dire, qu'on en consomme. D'ailleurs, voilà, c'est à base, on va dire, d'énergie photovoltaïque, mais également, on va dire, d'énergie biomasse en puisant ces calories sur un réseau de chaleur qui nous a été fourni par la ville de Strasbourg. Comment faire basculer, en fin de compte, nos concitoyens vers l'écologie, pas en leur disant que ça va coûter plus cher, mais en leur disant ça peut vous rapporter de l'argent. Et donc, le pouvoir d'achat des ménages dans cette tour est largement implémenté et augmenté, puisque aujourd'hui, une famille française moyenne paye à peu près 1 600 € de facture énergétique pour un couple plus 2 enfants par an. Ici, la facture, elle est de 10 € par an, tous usages confondus, hors mobilité. Donc on n'est pas à zéro, je vous le concède, mais bon, on est proche du zéro. Il faut savoir que dans cette tour, il y a 6 ménages sur 10 qui ont une facture inférieure ou égale à zéro. Et ceci de façon consécutive sur 2 années. Et puis donc également, on va dire, sur le côté environnement, donc l'abaissement du CO2, vous en avez parlé, c'est très important pour nous. Et un bâtiment qui coûte pas cher, c'est un bâtiment qui ne consomme pas de CO2, parce que tout se factorise. Chaque fois que vous avez, on va dire, quelque chose à transformer, à manufacturer ou à réaliser, de toute façon, va nécessiter un besoin, on va dire, d'énergie et de coût, donc derrière. Et donc, si vous avez un coût qui est faible, en général, c'est que votre empreinte carbone est très faible. Et là, on a pu le mesurer sur un gain relativement important. Je passe. Facture énergétique année 2, parce qu'on peut dire la première année c'était bien, ça a fonctionné, mais tout le monde s'est mis au garde à vous. C'est faux, puisque de toute façon on n'a aucun impact donc sur les locataires qui sont libres en fait, de faire ce qu'ils veulent à l'intérieur de leur logement. Et donc sur la deuxième année, là on a donc un petit camembert qui nous montre les résultats donc sur l'année 2. Et donc on a 27 logements qui vivent avec une facture inférieure à 0 et on a 12 qui sont avec une facture inférieure à 100 €. Donc voilà, on est vraiment, on va dire, sur du constat mesuré, reproductible. Et donc voilà tout l'intérêt, en fait, compte de cette expérimentation, sans enfermer les locataires, on va dire, dans un modèle les privant, on va dire, de confort, puisqu'on peut se chauffer à 21 degrés dans cette tour, on peut prendre autant de douches qu'on veut, bien évidemment. Et les technologies qui sont employées et déployées, on va dire, sur ce bâtiment permettent donc de gommer au maximum donc la facture énergétique, avec un petit plus, l'économie numérique. On a développé un logiciel qui permet à l'ensemble des ménages de vivre donc, et d'être coachés au quotidien, on va dire, sur leur consommation énergétique. Donc, ce qui leur permet, en fin de compte, un petit peu comme des gamers, de pouvoir fabriquer leur facture d'énergie sur l'année. Donc, ce qui nous permet, en fin de compte, d'avoir des résultats tout à fait sensationnels donc sur le long terme.
Je vous montre quelques images parce qu'une tour énergie positive, c'est pas non plus une prison. On voit donc au sommet de cette tour ce qu'on appelle nous un cœur social. Donc c'est un lieu de vie qui est partagé par l'ensemble des usagers de cette tour. Et donc plutôt que de le mettre au rez-de-chaussée, eh bien, on l'a mis là où la vue est la plus phénoménale et la plus intéressante. Donc dans cet espace se passent voilà, des fêtes, des réunions, des repas de famille, enfin, etc. Donc c'est un espace collectif partagé. Voilà, le karaoké, mais bon, il y a quelquefois des plaintes des voisins parce que la tour fait un petit peu caisse de résonance. Et en bas, j'ai voulu vous mettre cette image parce qu'elle est importante, puisque des enfants, des collégiens sont venus le jour de l'inauguration dessiner sur une fresque quelles étaient les principales recettes, on va dire, pour obtenir l'énergie positive. Et ces enfants qui étaient collégiens ont parfaitement transcrit, on va dire, sur un tableau, on va dire, ce qui était nécessaire pour y parvenir. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de difficulté particulière pour obtenir des résultats comme ceci. Donc, il y a simplement, en fin de compte, une méthode, un ADN, une volonté, on va dire, aboutie d'avancer dans ce secteur-là. Voilà, je vous livre quelques images complémentaires pour montrer que la qualité de vie sur l'image de gauche, en haut à gauche, eh bien, c'est un logement au 13e étage. Donc, vous voyez la densité lumineuse, on va dire, qu'on retrouve dans ces appartements. Et donc, un effet dedans-dehors qui est totalement différent et donc qui cache bien son jeu, hein, donc qui permet un petit peu comme un mouche charabier de protéger également, en fin de compte, les habitants, on va dire, de toute promiscuité. Voilà. Ce projet, bon, il a fait des émules, puisque aujourd'hui, on vient de signer donc un accord pour 2 milliards d'investissements avec des investisseurs. Et voilà, on développe d'autres projets qui vont partir. Donc Dijon et Saint-Étienne sont lancés, et puis d'autres vont venir, voilà, un peu plus tard. Donc on est parti sur une centaine de tours, 50 en France, 50 à l'étranger, pour voilà, fabriquer voilà, un futur désirable et puis montrer une voie potentielle donc dans le cadre de la ville durable. Bravo. Merci. On peut applaudir, s'il vous plaît. Merci. Une centaine de tours dans le carnet de commandes, c'est pas mal du tout. On parlait tout à l'heure d'un architecte qui, via Construction 21, n'avait plus de concurrence, hein, tellement il était demandé. Quel succès. Tout de suite, j'ai une première question là-dessus. Dans la première tour que vous avez réalisée, quel a été le sentiment des futurs locataires, des futurs propriétaires à l'acquisition? Est-ce qu'ils ont eu un attachement particulier ou est-ce qu'ils ont eu un consentement à payer un peu différent parce qu'ils rentraient dans une tour dont l'expérience serait extraordinaire? Et comme il y a eu 2 ans en fait, qui vous permet d'attester de ces conclusions-là, est-ce qu'il y a un attachement particulier à l'objet tour élitiste de la part des occupants? Est-ce que vous avez quelques indices à nous donner là-dessus? Alors la première tour a été effectivement vendue à des propriétaires occupants ou des propriétaires investisseurs, et donc ceux-ci sont venus avec voilà, une volonté citoyenne d'investir, on va dire, dans le développement durable, en disant bah voilà, je pense que le virage est à prendre et maintenant je démontre par mon investissement que voilà, ce choix de modèle convient et nous permet, on va dire, d'avoir un avenir plus serein, que ce soit pour mon activité professionnelle ou pour nos héritiers. Et dans la partie logement, la Tour de Strasbourg donc, est un investisseur unique. Alors, sur cet investisseur unique, je tiens à souligner que l'État a mis 45%. Donc, l'État a été aussi un gros promoteur, on va dire, de ce projet, accompagné par le Crédit Agricole. Et Elitis a investi également. C'est-à-dire que nous, en tant qu'ingénieristes, on a mis 8%, pratiquement 10% du capital dans cette affaire, sachant qu'on ne courait aucun risque. Donc, ça a amené aussi, ça a encouragé également donc, les autres investisseurs à venir. Mais pour en revenir à votre question, aujourd'hui, dans cette tour, il y a une liste d'attente. Et il y a des gens qui militent pour qu'on en fasse d'autres, mais qui se vendent à la découpe. Et ce n'est pas tout à fait notre modèle, mais ça peut appartenir à d'autres promoteurs qui souhaitent le faire. D'accord. Et j'imagine donc effectivement que la copropriété qui est née Non, c'est un investisseur, c'est ça? C'est un investisseur. C'est lui qui fait le bilan pour qu'il y ait un résiduel de 10 € par foyer. Il y a donc un bilan plus, moins. Et quelles sont les grandes masses de ce bilan en termes de production et de consommation? On produit à peu près 110% de nos besoins et 90% de dépenses. Mais bon, il ne vous échappera pas que la vente d'énergie rapporte moins que le coût d'achat. Et donc, dans cette balance un petit peu faussée, hein, puisque ce que vous achetez en tant que locataire, vous l'achetez en environ 15 centimes du kilowattheure, on le revend à 12. Donc, ce petit delta fait qu'il faut avoir un bâtiment encore plus économe pour pouvoir obtenir une facture énergétique zéro. Et quand on prend justement les grands bilans, c'est plus 300, moins 300, c'est quoi le... On fabrique à peu près 325 € en moyenne par logement. Voilà, j'imaginais quelque chose là-dessus. Question de la salle, voilà, et il y en a. Qu'elles soient difficiles les questions, hein. Il est très très fort, ouais, attention. Je vois. La première question, c'est en fait, est-ce qu'il s'agit systématiquement de tours neuves ou est-ce que vous avez déjà fait des projets en réhabilitation de tours existantes?
Alors, on n'a pas encore fait de réhabilitation en tour existante à ce niveau de performance, mais donc c'est dans le pipe, puisqu'on a des études en cours, à la fois en France et à l'étranger, sur des projets qui sont même des immeubles de grande hauteur, enfin des skyscrapers, hein, des tours de plus de 100 mètres de haut. D'accord. Et je évoquais ce sujet-là par rapport au fait d'essayer le plus possible de garder la structure pour des considérations de bilan carbone global. Et sur la partie tertiaire bureau, vous avez déjà eu aussi des expériences? À part votre retour vous-même, Editis la première, en tant qu'ingénieriste, on travaille beaucoup à ce type de projet, mais on essaye de l'optimiser maintenant. On est d'ailleurs en train de vendre un projet donc, à nos investisseurs à Bordeaux, qui est un projet qui n'a pas de destination prédéfinie. C'est pas de la réhabilitation, mais ça serait c'est un petit peu comme de la réa, puisqu'en fin de compte, on construit un bâtiment qui va permettre d'accueillir à la fois du résidentiel, du tertiaire et du fonctionnel sans prédétermination. Donc, ce qui va offrir en fin de compte aux investisseurs un actif qui est très flexible et qui leur permettra, au gré, on va dire, de l'avancement de l'économie, de la sociologie, du lieu et de la ville, de pouvoir avoir un actif qui rapporte de l'argent. Et c'est systématiquement sur des structures béton ou structures métalliques, vos constructions? Alors, on n'a pas de barrière ni de doctrine particulière, on va dire, sur les matériaux. On aime bien l'hybridité. Donc, en général, on utilise les matériaux qui ont les plus grandes efficacités par rapport au poids carbone, au prix de réalisation et la durabilité, puisque fabriquer un bâtiment qui dure 50 ans, c'est stupide, surtout quand on fait une tour. Il vaut mieux qu'il dure 100 ans, voire même un peu plus. Donc, on essaye de travailler sur cette durabilité. Une des prochaines tours qu'on voit ici, celle de gauche, c'est en bois. Voilà, c'est une tour de 60 mètres de haut en bois qui sera énergie positive et zéro facture d'énergie. Donc, ça sera à nouveau une première mondiale parce qu'elle va cumuler en fin de compte le bilan carbone et l'énergie positive et la facture énergétique zéro à coût standard de construction. Je vous remercie. E4C2. Voilà. D'autres questions? Merci. Donc Strasbourg, c'est une opération de très grande qualité architecturale. Quel lien faites-vous, si vous en trouvez un, entre cette qualité architecturale exprimant un modernisme sans concession et la performance énergétique? C'est nécessaire pour l'acceptabilité à la fois, on va dire, des riverains. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un objet comme ça au milieu d'une ville sans qu'il soit acceptable. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait une signature architecturale qui soit, on va dire, sans contestation possible. Donc, d'où l'importance, on va dire, de choisir des architectes, on va dire, qui savent écrire ce type de bâtiment. Et puis également, on va dire, pour la qualité de vie intérieure, hein, donc pour le design, pour l'ergonomie du logement. On le voyait, on va dire, sur une des photos tout à l'heure. Voilà, on a 7 mètres de baies vitrées, sans discontinuité, qui s'ouvrent sur un faux balcon. C'est un petit peu un concept de séjour balcon. C'est-à-dire qu'on essaye de dépenser moins de carbone, mais en donnant les mêmes vertus avec un espace qui est plus limité. Et pourtant, les gens qui vivent là-dedans ont l'impression d'avoir plus d'espace que dans le bâtiment dans lequel ils habitaient avant. Donc, l'intelligence, c'est-à-dire la matière grise qui est mobilisée en fin de compte pour ça, elle est très transdisciplinaire. Et donc, le designer ne doit pas être souverainiste. C'est-à-dire que même si c'est une grande signature architecturale, il faut qu'il se laisse capter, on va dire, par les sociologues, par les anthropologues, par les ergonomes, par les médecins, par les artistes qui vont travailler en équipe et qui vont essayer de fournir des ingrédients et un matériau suffisamment dense pour lui amener suffisamment de contraintes. Et seulement là, à ce moment, on aura, on va dire, le talent de l'architecte qui va s'exprimer. C'est ce qui s'est passé ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Thierry? Merci. On Merci va à vous passer par tous. Rhizome, Philippe Alluin. Bravo. Merci. Donc, score à battre, hein, un bâtiment bientôt à venir qui est E4C2, donc très bon carbone, ténor en performance énergétique et d'accord, mieux que 4C2 et qui est désirable. Donc, parlons de désirabilité avec Rhizome, Philippe. Oui, alors donc on a créé Rhizome il y a une dizaine d'années, au départ pour prendre le train du Grenelle de l'environnement. Et puis on a été happé par la problématique énergétique très très vite. Et puis tout de suite derrière, la problématique de la rénovation énergétique des copropriétés, parce qu'elle est extrêmement difficile, c'est un secteur très particulier.
et donc qui donne du fil à retordre. Et c'est donc là qu'on peut paradoxalement déployer une sorte d'excellence, on va dire. Et c'est donc ce qu'on a recherché au travers de cet exemple très ancien, puisque on ne parlait même pas encore de rénovation énergétique en 2012. C'est l'origine de cette opération qui nous a intéressés, qui est petite par rapport aux opérations que nous faisons, mais qui a le mérite d'être représentative d'une époque, les années 70, où on ne maîtrisait pas encore bien les problématiques d'énergie, et surtout représentative de copropriété en ville et ici à Paris, où il y a une proportion de bailleurs importante, où il y a des copropriétaires qui sont éligibles aux aides de l'ANA. Donc finalement une population très, très hétérogène. Et la copropriété, c'est une maîtrise d'ouvrage très particulière, puisque c'est l'exemple type de la démocratie directe, c'est-à-dire qu'on vote. Et le sentiment de l'intérêt général dans les copropriétés, on ne peut pas dire qu'il soit très courant. Généralement, le copropriétaire vote en fonction de son intérêt particulier avant celui de l'intérêt général. Alors, je crois qu'une des clés de réussite de cette opération, c'est l'organisation de l'ingénierie, de la maîtrise d'œuvre et en général des partenaires qui est là et innovante et très particulière par rapport à une opération immobilière. Car pour nous, vous le verrez au niveau des enjeux financiers et de la complexité, ça s'apparente à une opération immobilière, bien sûr, quand la rénovation énergétique est ambitieuse et complète. Donc la première chose en tête de pont, une assistance à maîtrise d'ouvrage, puisque maîtrise d'ouvrage copropriété, représentée juridiquement par son syndic, ça ne sait pas organiser une opération si complexe, si difficile. Donc Rhizome prend la tête de pont ici et la casquette d'AMO. Évidemment, l'AMO, ça traite du technique, du financier, du juridique, mais aussi d'un processus de projet qui est là aussi très innovant dans les opérations immobilières, puisque nous avons testé d'abord et puis ensuite mis en pratique des processus de décision qui sont participatifs, c'est-à-dire qui embarquent en fait les utilisateurs dans la conception même du projet. On peut parler soit de programmation générative, soit de co-conception, enfin c'est des choses qui donc impliquent énormément les copropriétaires et je crois que c'est aussi une des clés de la réussite. Et puis, du point de vue professionnel, bien sûr, s'attacher des professionnels compétents en matière de maîtrise d'œuvre. Et en copropriété, c'est pas facile parce qu'ils ne viennent pas volontairement et spontanément. Donc il faut intéresser les architectes et les ingénieurs qui aiment détricoter et faire des choses un peu compliquées. Alors voilà un peu ce qui s'est passé pendant 3 ans. Oui, vous avez bien entendu, 3 ans entre le moment où on commence à réfléchir et le moment où les travaux sont enfin votés. Et ces 3 années, c'est un parcours. C'est un chemin dans lequel on accompagne les copropriétaires, non pas comme une espèce d'entité de maîtrise d'ouvrage artificielle, mais au contraire, tous les copropriétaires. C'est ça qui est le plus important, c'est-à-dire qu'en fait, on doit s'adresser, répondre aux préoccupations de chaque copropriétaire, sachant, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'évidemment, ils n'ont pas tous les mêmes besoins, les mêmes moyens, les mêmes envies. Et donc, en fait, toute la difficulté consiste à ce que le projet soit le résultat d'un consensus, en fait, et non pas quelque chose qui sortirait de la tête d'un financier ou d'un architecte ou d'un ingénieur thermicien. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt et qui, à mon avis d'ailleurs, est tout à fait en avance par rapport à, en France en tous les cas, dans le processus de projet par rapport aux autres secteurs de construction immobilière. Alors voilà un projet compliqué, compliqué parce que, non, il ne s'agit pas de faire un ravalement avec de l'isolation thermique, mais il s'agit de rénover l'ensemble du bâtiment, avec toutes ces pathologies qui se sont additionnées pendant ces 30 premières années 40 premières années de vie. Et puis, pour, j'allais dire, coiffer tout ça, profiter d'une opportunité, c'est une toiture plutôt mal construite, un dernier étage plutôt bricolé, comme souvent à cette époque, et au contraire le revaloriser en utilisant cette opportunité pour faire une production photovoltaïque. C'est la première production photovoltaïque en copropriété à Paris, qui produit l'équivalent de l'éclairage 24 heures sur 24 des 3 niveaux de parking, 365 jours par an. Donc ça parle aux copropriétaires.
Et donc c'est ainsi que cette opération est passée d'une étiquette D à une étiquette B, c'est-à-dire évidemment très au-delà des bâtiments basse consommation, BBC Rénovation, et en dessous de 80 kWh, c'est-à-dire l'objectif plan climat Ville de Paris de l'époque. Donc c'est des consommations divisées par 2, une empreinte carbone qui est également plus que divisée par 2. Alors les chiffres sont intéressants parce que grosso modo c'est une opération d'un peu plus de 3,5 millions, 3,6 millions, avec une partie sur ce qu'on appelle des parties communes, une partie d'investissement sur des parties privatives, donc c'est très compliqué à expliquer, à calculer pour chaque propriétaire. Et puis c'était des pionniers, en fait 2012, 2013, 2014, on est chez les pionniers. Et l'État et nos collectivités locales ont aidé les pionniers. Donc cette opération a eu le petit coup de pouce, vous le voyez ici, de subventions de la région Île-de-France, de subventions de l'ADEME. Et puis en rouge, ce qui était destiné aux copropriétaires en fonction de leur qualité ou de leur état, le crédit d'impôt aux transitions énergétiques, qui n'existe plus, et puis les aides aux éligibles aux aides de l'ANA, c'est-à-dire les ménages à revenus modestes et très modestes. Voilà. Alors le vote est intéressant parce que la copropriété, pour ceux qui connaissent un petit peu, ne serait-ce qu'en le pratiquant en tant que copropriétaire, réunir les copropriétaires pour prendre une décision, c'est difficile. Et réunir 80% des voix à Paris de présence, c'est extrêmement difficile. Et vous voyez là, 80%. Et puis parmi ces 80%, il y en a 87% qui ont voté pour le projet. C'est-à-dire que le consensus était là. Voilà quelques images. Ce sont, et là je reprends un petit peu la question tout à l'heure sur l'architecture, ce sont des occasions d'architecture. Il faut oser le dire. Rénover des bâtiments qui n'avaient pas de caractère architectural et le faire avec cette ambition énergétique et de développement durable, c'est saisir une occasion d'architecture, c'est ce qui a été fait là. Bon, alors, quelques résultats ici pour finir. Donc, elle a été livrée en 2017, donc, fin 2017, début 2018. Donc, nous avons maintenant 2 saisons complètes avec les mesures de la performance énergétique. On est au-delà de ce qui avait été annoncé aux copropriétaires, 8% de plus. Sur le plan financier, c'est une opération qui a été conduite un peu comme une opération immobilière de promotion immobilière, c'est-à-dire avec un vote sur un programme et budget. Budget toutes dépenses confondues, fin d'opération. Et donc, on ne pouvait pas le dépasser d'1 €. En fait, vous avez vu, on a terminé avec une petite marge de manœuvre qui a été redistribuée aux copropriétaires. La mesure de la valeur foncière, c'est-à-dire la valeur verte, en fait, aujourd'hui, on a le recul sur les appartements qui se vendaient avant et qui se vendaient après. Eh bien, on a vu un supplément de 15% par rapport à l'augmentation de l'immobilier à Paris, 15e arrondissement. On est bien d'accord. Hein, c'est 15% de plus que l'évolution de l'immobilier sur les immeubles voisins. Et puis, enfin, la réduction des charges. La réduction des charges pour les copropriétaires, la facture qui est essentiellement sur la facture énergétique, un petit peu sur le gros entretien, mais surtout sur la facture énergétique, vous le voyez là, c'est 15% du budget. Voilà. Donc, les résultats sont au rendez-vous. Et effectivement, on espère une chose, c'est que ça puisse faire tache d'huile, bien entendu, ce qui, dans le contexte, est encore un petit peu plus difficile aujourd'hui qu'à l'époque, mais malgré tout, voilà, il faut poursuivre ce chemin, sachant que ce secteur de la copropriété est très important dans la part du logement collectif, et pour l'essentiel construit pendant les 30 Glorieuses, époque de bâtiments très énergivores. Mais merci Philippe, on peut applaudir cette réalisation. Extraordinaire. Alors, c'est vraiment réussir de la démocratie directe et avoir ce taux de vote à Paris. Je ne sais pas si vous avez songé à la mairie ou à vous lancer en politique, parce que c'est assez extraordinaire. Alors, ma première question là-dessus, c'est justement, qu'est-il advenu de l'exemple qu'a donné cette réalisation de Vouillers, enfin, rue de Vouillers? Est-ce que ça a été suivi d'exemple ou est-ce qu'il y a eu, ça a tracé un élan voilà, quel est... Alors, pour ce qui nous concerne, dans ce secteur-là, où on est très appelé, hein, nous avons dépassé aujourd'hui les 2000 logements rénovés à ce niveau-là, hein, toujours à ce niveau-là, avec à chaque fois des démonstrations sur la revalorisation architecturale, sur l'utilisation de techniques tout à fait innovantes, comme des aérogels, ou des insufflations, ou de la géothermie, donc, qui intéressent nos jeunes ingénieurs aussi.
Donc c'est aussi ça que je veux dire, hein, que ce n'est pas du tout un secteur tourné vers le passé, c'est au contraire un secteur tourné vers l'avenir, où on espère même que des acteurs de la promotion immobilière, qui seraient peut-être un peu moins occupés ces temps-ci, s'intéressent à la maîtrise d'ouvrage de ces choses-là, et que les jeunes techniciens et architectes également comprennent qu'il y a une alternative à la construction neuve, et c'est même une alternative qui sera de plus en plus importante, vous le savez bien, dans l'avenir. Absolument. Le plan de relance est là pour en témoigner. Juste en termes d'innovation technique, j'entends qu'il y a eu pas mal de choses, que vous défrichez pas mal de choses, vous installez des choses qui permettent justement de marier la performance et le bâti ancien. Mais en termes d'innovation sur les modes de décision, le fait d'embarquer les copropriétaires avec ces taux-là d'engagement, est-ce que vous avez des techniques particulières que vous souhaitez partager avec nous? Ou c'est de la réunion, de l'échange individuel? C'est assez conventionnel? Pas du tout, c'est totalement innovant, au contraire, même dans la manière de construire le projet. Donc, ce sont des techniques qui sont très peu usitées en France, mais beaucoup plus courantes en Autriche, en Allemagne ou en Suisse. Et c'est en ça que je disais que nos architectes et nos ingénieurs ne sont pas encore tout à fait, même les jeunes, préparés à ces techniques-là, qui consistent à d'abord créer la confiance, créer un consensus sur des choses factuelles et qui ne divisent pas, et puis ensuite, petit à petit, les accompagner dans la fabrication du projet. On utilise ce terme de programmation générative, c'est-à-dire qu'elle vient au fur et à mesure des dialogues, des échanges, et c'est ça qui explique le taux de réussite à la fin. D'accord. Et donc, une dernière question avant d'en prendre dans l'assistance, c'était juste de savoir qu'est-ce que vous pensez des mesures justement qui vont être associées au plan de relance sur la gratuité de la rénovation énergétique et l'ensemble des annonces qui ont été faites. Vous pensez que dans le cas de la copropriété, ça peut aider les prises de décision? Alors là, il faut être très très clair. Je crois que les médias et même parfois les professionnels se sont fait un peu embarquer, pour ne pas dire rouler dans la farine. L'État a supprimé le CITE en fin 2019, qui représentait 2 milliards par an, en le remplaçant par ma prime Rénov', qui en fait, les 800 millions affectés en janvier 2020, provenaient de la ligne ANA, modeste et très modeste, dont on a vu l'utilisation. Donc en fait, il y avait purement et simplement un tour de passe-passe pour supprimer 2 milliards affectés au logement. Le plan de relance a réaffecté 2 milliards sur 2 ans, c'est-à-dire 1 milliard par an, là où on avait 1,8 milliard. Donc ce n'est pas une relance, c'est un véritable frein. Et ça, il va falloir qu'on l'explique aux copropriétaires. Et ça va être très, très difficile. Le message est très clair. Une question. Oui, j'ai une question sur les terrasses là, que vous recouvrez quand vous le pouvez de panneaux photovoltaïques. Est-ce que vous avez la possibilité dans les projets d'essayer de pousser de façon à ce que ces terrasses deviennent accessibles? Parce que ce n'est pas, je crois, le cas. La plupart du temps, on parle de terrasses techniques sur les toitures terrasses de copro, pour essayer de contribuer encore plus à la valeur et puis d'assurer une fonction mécanique avec les panneaux photovoltaïques, vous voyez, d'ombrière ou de protection. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des projets de ce type. Oui, alors ici, c'était pas possible pour une raison simple, c'est que le terrasse ou balcon partie privative, donc avec un droit d'usage, et en copropriété, il faut faire avec le juridique. Et donc là, c'est seulement le toit sommital qui était libre, j'allais dire, pour faire ce genre de choses. En revanche, il y a une opération qui est soulignée par Construction 21 et qui a obtenu également un prix l'an dernier, qui est l'opération de la route de la Reine à Boulogne-Billancourt, où le toit qui était toit terrasse partie commune a été transformé cette fois-ci pour développer l'agriculture urbaine et les jardins partagés, et ça fonctionne. Et cette opération fonctionne aujourd'hui, et ça montre effectivement que, comme je le disais tout à l'heure, ces immeubles sont extrêmement porteurs de solutions nouvelles et peuvent assez facilement être remis pour les 50 ans à venir dans une ligne de développement durable. D'accord, merci. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Merci pour cette présentation